je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Sylvie Gastambide, psychothérapeute depuis plus de 20 ans. Avec sagesse, Sylvie va nous parler de son métier de psychothérapeute et son évolution, ainsi que de l'intuition, la relation de couple et les voyages initiatiques qu'elle propose. Je suis très touchée de vous permettre de découvrir Sylvie, qui fait partie de mon chemin de vie et qui a contribué à mon évolution professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je partage son cabinet et il me tenait à cœur de vous la présenter. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Sylvie, bienvenue sur le podcast Mots de Psy. Bonjour Perrine, merci. Merci d'avoir répondu présente à mon appel. Je te laisse te présenter. Eh bien, donc je m'appelle Sylvie Gastambide, je travaille comme psychothérapeute sur Avignon. Je me suis installée il y a 24 ans à peu près et je suis toujours au même cabinet. Et toujours aussi passionnée par ce métier que j'exerce. Voilà, j'ai suivi une formation il y a un peu plus de 30 ans pour devenir psychothérapeute. Et donc j'ai appris la PNL, la systémique, l'hypnose ericksonienne et moult autres formations qui sont venues compléter cette formation de base. Et comment t'en es arrivée à la psycho ? En fait, quand j'avais 20 ans, c'était déjà un domaine qui m'intéressait. Moi, je pense qu'il m'intéressait parce que j'avais à m'intéresser à moi et sûrement à travailler sur moi, car c'était pas toujours simple dans mon esprit. Et donc, j'ai commencé la psycho, que j'ai arrêtée assez rapidement, car le besoin de travailler, d'être dans la vie active, de gagner un salaire, a pris le pas. Et donc, je me suis mise à travailler. Et je suis revenue dans le domaine de la psychologie avec l'idée que je commencerais peut-être une école de psychanalyse. Donc, je vais commencer une analyse et je vais m'inscrire dans cette école pendant bien 2 ans et demi, presque 3 ans. D'accord. Ce qui va me passionner. Et là, je comprends que je suis happée et appelée par tout ce que je peux entendre, comprendre. Et je vais faire ce travail personnel. Aussi. Et à l'issue de ces 3 années, là encore, je vais comprendre que c'est peut-être pas la voie qui est la mienne et je vais m'arrêter. Et je vais retourner dans le monde professionnel et je vais faire de la communication. Je vais rentrer dans l'industrie pharmaceutique et je vais faire de l'encadrement, je vais former. D'accord. Parallèlement à ça, je donnerai des cours de communication dans un IUT. Donc, je vais rester quand même dans le domaine de l'échange humain et je reviendrai à la formation dans un objectif d'être psychothérapeute, mais plus dans un cadre des thérapies brèves. Ce qui m'amènera, et comme ça la boucle est bouclée, ce qui m'amènera à m'installer, il y a 25 ans. D'accord, très bien. Est-ce que tu as une spécialité en particulier ou pas forcément ? Alors, j'ai un peu du mal à répondre à ça. Non, je n'ai pas une spécialité proprement dit, comme on peut être gestalt thérapeute. Moi, j'ai travaillé à la base avec la PNL. Je pense que je travaille toujours avec ce cadre-là, mais en même temps, je suis sortie du cadre parce que toutes ces années d'expérience m'ont amenée aussi à évoluer. Et la multiplicité des personnes qui sont venues et par rapport à leurs besoins, elles m'ont aussi, fait évoluer.
Mais ceci dit, je reste dans un cadre de thérapie brève. D'accord. C'est quelques séances? C'est pas forcément un suivi sur des années? Tout à fait. La personne, quelquefois, on peut s'interroger sur ou être embarrassé dans notre vie par rapport à une situation qu'on va tourner dans tous les sens et où on aura un peu du mal à sortir de ce labyrinthe. Et on peut venir sur un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, il peut y avoir un mot, il peut y avoir quelque chose qui peut être regardé différemment. Et la personne peut avoir un déclic et ça peut tout à fait lui suffire. Et elle n'aura pas forcément besoin de revenir, du moins pas dans l'immédiat, ou peut-être pas avec moi, avec une autre personne ou une autre méthode, ou bref. Donc voilà, ça peut être une fois. Sinon, souvent, ça va être plusieurs fois, étalé sur quelques mois. Donc, thérapie brève ne veut pas forcément dire voilà, que d'un claquement de doigts, la problématique est résolue. Mais c'est différent que de s'inscrire dans un cadre analytique où les séances sont plus rapprochées et s'étalent sur des années. Oui, voilà. Tout à fait. Et c'est quoi pour toi la chose la plus passionnante de ton métier? Oh, ça me fait rire parce que je suis toujours émerveillée. C'est de rencontrer la personne pour la première fois avec toute sa spécificité, avec toute la créativité que nous avons, nous les humains, à combiner comme ça notre réalité. Et à chaque fois que je m'assois, je suis vraiment émerveillée. C'est ce qui fait que j'adore faire ce métier. Et ça se voit. Et la plus difficile peut-être? La plus difficile, peut-être la plus difficile, c'est que quelquefois les journées sont très longues, que je termine tard et que j'ai à garder, moi, mon élan et mon dynamisme jusqu'au soir. Et que pour cela, je veille énormément sur moi à maintenir ce tempo pour accompagner chaque personne en étant au maximum dans ma disponibilité pour elle. Et comment tu fais pour veiller sur toi, justement ? Alors, pour veiller sur moi, déjà le matin, lorsque je démarre, je veille à être bien dans mon cabinet, à être bien installée. C'est sur moi d'abord que je vais prêter mon attention. Puis, je vais démarrer cette journée. Mais si en cours de journée, il y a une situation, une ambiance, une énergie, un conflit, parce que c'est recevoir des couples ou des familles, et j'ai la capacité d'interrompre la séance, de pouvoir me lever, d'aller prendre un verre d'eau, de revenir. Donc, je suis attentive à l'état émotionnel de la personne, à l'état physique, quelquefois, quand c'est nécessaire, et je suis très attentive à mon état. Je veille à maintenir cet équilibre. Et les jours, je ne travaille pas, je marche, je jardine, je crée un équilibre à l'extérieur de mon cabinet pour être bien alignée lorsque je travaille. Je sais que tu fais aussi des activités manuelles, justement. Est-ce que ça te permet de pouvoir tenir cet équilibre ? Tout à fait, c'est une manière de prendre soin de soi, d'être respectueux de soi. C'est difficile et ça ne me semble pas cohérent d'accompagner des personnes et soi-même ne pas avoir la capacité de savoir équilibrer sa vie. Bien sûr. Là, ça ne veut pas dire que notre vie soit parfaitement équilibrée tout le temps, puisqu'on sait que tout est en déséquilibre, mais l'idée c'est d'avoir la possibilité de se rééquilibrer assez rapidement et voilà, les activités manuelles m'aident à ça. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des qualités ou des aptitudes pour être un bon psychothérapeute ? Je pense que la première aptitude, c'est l'écoute. Et écouter vraiment ce que la personne dit et être le plus proche de ce qu'elle dit et pas de ce que soi-même on peut penser. De la bienveillance aussi, car chaque personne est dans sa réalité et quel que soit ce qu'elle va amener, c'est à entendre avec beaucoup de respect et sans jugement, bien sûr. Donc, une certaine ouverture d'esprit. Une grande ouverture d'esprit, je pense, parce que les réalités de chacun, et quelquefois il y a des gens qui sont dans des réalités qui sont très étrangères à la mienne, et c'est les accueillir dans ce qui est leur perception et leur cadre. Donc, je trouve beaucoup de flexibilité
à accueillir ce qui vient. Et en même temps, je la guide, cette séance. Donc, dans la manière dont je travaille, moi, j'ai à être bien alignée, je reviens sur ce terme, tout à fait. et bien ancrée, parce que je ne pars pas avec l'autre. Je vais être garant pour l'autre d'une sécurité pendant cette séance où on reste, la personne quand elle sort, il faut qu'elle puisse continuer sa journée, retrouver sa famille, et que l'espace de la séance soit un moment privilégié où elle ouvre un cadre, où elle déploie, où elle déplie ce qu'elle a besoin de travailler, et que ensuite elle puisse continuer sa journée sans être débordée ou complètement à l'envers. Il va y avoir des émotions, mais il y a aussi une manière de faire pour que la personne puisse apprendre à les gérer, justement. Tout à fait, la notion de sécurité, effectivement, est très importante. Oui, de sécurité, d'écologie. L'écologie, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en thérapie. Voilà, qu'on soit écologique avec l'autre, que l'autre soit écologique avec elle. Ça me semble être un des premiers points. Est-ce que tu peux nous dire pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est l'écologie, justement ? Bien, l'écologie, ça va être, pour moi, je vais l'associer au respect, que la personne, elle veille à ce que ce soit respectueux pour elle et qu'elle évalue, et que si elle n'arrive pas à l'évaluer, ça peut être, entre autres, un exercice d'une séance ou des séances, qu'elle évalue jusqu'où son curseur de tolérance peut aller, parce que nous avons tous une limite qu'il est préférable de ne pas passer. Quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on l'a passé, et là, on n'est plus écologique, on n'est plus respectueux avec nous, et on va porter des choses qui vont être délétères, et qui peuvent nous déséquilibrer, voire même nous perturber au niveau de notre santé. Tout à fait. Donc c'est dans ce sens que le terme écologie va s'associer avec respect de soi aussi, et harmonie, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. On parlait donc de qualité. Pour le coup, tu as une très bonne intuition pour l'avoir testée. Comment fais-tu pour développer cette intuition ? Alors, je pense que l'intuition s'est développée au fil du temps, des années. J'ai la croyance que la personne qui entre dans cet espace où je travaille va être en relation consciemment avec moi, mais que sur un plan inconscient, nos inconscients vont aussi se mettre en connexion, et que de l'information circule, pas forcément de manière visible ou audible, et c'est peut-être au fil des années que j'ai appris à mieux écouter ce que je perçois ou ce que au début je supposais. Et en fait, dès que je vais avoir une idée qui arrive comme ça, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui arrivent, je vais toujours aller les vérifier parce que je ne les prends jamais pour argent comptant. Et c'est une information qui m'aide peut-être à aller dans un espace où j'aurais peut-être pas eu l'idée d'y aller tout de suite. Et je pars de la pensée que sur un plan inconscient, la personne me guide aussi. Oui. Et donc, voilà. Après, comment je l'ai développé ? Je l'ai développé parce que par la méditation, la pratique de la méditation, et par des expériences, des rencontres que j'ai pu faire lors de mes voyages, qui ont un peu accéléré comme ça la capacité d'être à l'écoute plus finement, on va dire. Voilà. Très bien. Du coup, tu penses que le métier de psychothérapeute ici est accessible à tous ? J'ai pas d'idée que ce soit pas accessible. Je pense que si quelqu'un est motivé pour faire ce métier, déjà on fait pas ce métier par hasard. Il y a des métiers comme ça qu'on ne fait pas par hasard. Donc si la personne a des velléités ou est attirée dans ce domaine, c'est que forcément elle a en elle des ingrédients qui vont lui permettre de pouvoir l'exercer. Je pense que c'est un métier qui demande à ce qu'on soit bien attentif à soi, parce que c'est pas un métier facile, et on rentre dans des espaces et des zones émotionnelles avec l'autre personne, et on peut y rentrer, mais on n'a pas à y rester, et on a à garder notre intégrité. Donc ça va demander ça va demander, je pense, une bonne formation. Oui. De façon à
On ne peut pas s'installer psychothérapeute comme ça après avoir fait 3 week-ends ou un petit module de formation. C'est un métier qui est complexe. Et on a la responsabilité des personnes que l'on accompagne. Donc voilà, ça me semble très important ça. Et une bonne connaissance de soi aussi, Oui, il me semble. tout à fait. Est-ce que il y a des sujets récurrents pour lesquels tes patients viennent te voir? Ça dépend. En fait, je crois que j'ai passé une bonne dizaine d'années à avoir beaucoup de cas d'abus, pas de maltraitance en termes de violence physique, parce que voilà, ça n'a pas fait partie des catégories de gens que j'ai accompagnés, mais beaucoup d'abus et beaucoup de personnes qui pouvaient pas toujours bien se respecter, ou dans leur vie professionnelle, ou dans leur vie personnelle. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'étudiants, donc des étudiants par rapport à leur motivation à l'école, leur confiance en eux ou leur difficulté à trouver leur place dans leur famille ou à communiquer avec les leurs. Parce que j'ai enseigné, alors ça a facilité les contacts. Et en fait, toutes les personnes qui sont venues dans mon cabinet depuis le début sont toujours venues de bouche à oreille. Ah oui, même quand tu as commencé. Même quand j'ai commencé, je me suis installée, une maîtresse est venue, m'a envoyé des enfants de l'école et la maman m'a envoyé sa sœur et la sœur en a parlé à son kiné qui m'a envoyé et puis à l'ostéopathe ou au médecin. Et en l'espace de 6 mois, j'ai travaillé tout de suite. Et depuis, voilà, presque 25 ans que je suis installée, les gens sont toujours venus de bouche à oreille. Je n'ai pas forcément fait de publicité ou de site particulier. Pas besoin d'en faire, vraiment. Est-ce que toi, tu as des difficultés avec certaines problématiques ou est-ce que tu as arrêté un suivi pour une raison particulière? Alors, j'ai pas de... Là, comme ça, quand tu me poses cette question, je n'ai pas d'idée. Quand quelqu'un vient, je n'ai pas l'idée que la situation peut me poser problème. Parce que la personne va regarder sa situation et au travers de ses filtres, ça lui pose une problématique. Mais j'ai pas l'idée que c'est la situation qui pose problème, c'est comment elle la regarde, comment elle la vit, comment elle la traduit en fait cette situation. Donc je vais me mettre à côté d'elle, je vais m'approcher le plus possible de comment elle regarde cette situation pour comprendre comment elle fait pour qu'elle devienne problématique cette situation. Et ensuite, je vais, avec les techniques que j'utilise bien sûr, je vais l'accompagner pour qu'elle change d'angle de vision, de perception, et la situation va changer pour elle. Donc je n'ai pas été amenée à dire à quelqu'un je ne souhaite plus que l'on se rencontre. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes sur des sujets que je trouve délicats et qui pouvaient plus me toucher que d'autres. Mais c'est intéressant aussi pour soi parce que voilà, j'ai remercié aussi la personne, la confiance qu'elle a pu m'accorder en venant, parce que c'était un sujet qui était délicat et qui n'était pas courant pour moi à accompagner. Et je l'ai remerciée de comment elle était enseignante et comment elle me permettait d'aller dans des zones qui n'étaient pas tout à fait habituelles pour moi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un cas en particulier qui t'a marqué durant tes années d'expérience? Peut-être que ce que je retiendrai, c'est concernant les abus, l'homme qui vient et qui veut travailler sur le pourquoi, enfin au départ pas sur le pourquoi il a abusé, parce que quelquefois il lui semble pas tout à fait normal de recevoir de la critique ou des interventions de la loi parce qu'il aurait posé des gestes inadaptés, et puis en même temps il vient et au fur et à mesure du travail il va regarder la chose sous un angle différent et va mesurer combien il a été au-delà de ce qu'il aurait dû. Et voilà, ça c'est délicat à accompagner, d'autant que la personne au départ elle se défend quelquefois et elle peut venir parce qu'elle a besoin juste d'une consultation qui va lui servir d'attestation pour dire que tout va bien pour elle. Donc voilà, il y a des situations des fois qui ont beaucoup d'intérêt, je trouve.
parce que c'est toujours riche pour la personne qui vient de mettre en conscience certains aspects de sa personne, voilà. Et de comprendre qu'elle-même a pu être victime, et bref. Tu parlais tout à l'heure de médecin, de kiné, d'ostéo. Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels de santé ou d'autres professionnels de l'accompagnement ? Alors oui, bien sûr. Alors de santé, ça va être voilà, kiné, ostéopathe, médecin généraliste. Et puis en même temps, je reçois pas mal de personnes qui vont chez le psychiatre parce qu'elles ont un traitement et qui viennent aussi en parallèle faire des séances. Souvent, elles disent au psychiatre qu'elles viennent. Voilà, et le psychiatre considère que si ça leur fait du bien et que ça leur permet de cheminer en parallèle, en général, c'est tout à fait OK. Et par rapport à d'autres psychothérapeutes ou thérapeutes, bien sûr, parce que je pense que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs pratiques et que quelquefois, elles vont venir se compléter. Et comment tu les choisis et quel type de psychothérapeute ou de thérapeute tu fais intervenir ? Ce qu'il y a, c'est que ça fait longtemps que je travaille. Donc, au fil des années, j'ai tellement vu de monde passer dans mon cabinet que déjà j'ai des échos de certains praticiens et qui sont redondants, qui reviennent et donc je peux suggérer. Lorsque quelquefois j'ai des personnes que je trouve limites et qui peut-être auraient besoin d'un accompagnement médical, je me permets de leur signaler, d'en parler à leur médecin, de leur dire qu'elles viennent me voir. Et si je vois que la personne est embarrassée, ne sait pas très bien comment formuler la chose, si elle m'autorise, moi je vais prendre contact avec son médecin généraliste. D'accord, ça t'arrive. Ou si je vois que des personnes peuvent se mettre en danger, je vais intervenir auprès de leur médecin généraliste. Donc pour ça, j'ai vraiment des coups des franches. Et quelquefois, pour certains thérapeutes, où je peux moi-même aller faire une séance pour les rencontrer, pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. Mais en général, je ne propose jamais quelqu'un si je n'ai pas d'informations. Je suis responsable de ma parole, donc je suis attentive à ça. Alors, t'es maman, comment tu gères le retour à la maison après une journée de travail compliquée ou longue, comme tu l'évoquais tout à l'heure ? Les jours où je travaille, pendant des années, je suis rentrée chez moi pas avant 21h. Donc à 21h, tout le monde est couché. Et mes enfants, donc quelqu'un venait s'occuper du dernier de mes enfants. Et ce qui fait que mon mari rentrait très tard aussi. Et ça roulait. Par contre, voilà, comme toute maman, ça me demande de l'organisation pour que les cartables soient prêts pour le lendemain. Donc je faisais plus de vérification qu'autre chose. Et c'était plus le matin que je me levais plus tôt pour préparer en amont. Ensuite, voilà, je suis plus présente le week-end ou le mercredi ou pendant les vacances. Et là, je fais ce que je n'ai pas pu faire dans la semaine. Ceci dit, aujourd'hui, mes enfants sont grands, donc voilà, c'est différent dans mon emploi du temps. Et est-ce que ton métier a pu t'aider justement dans la relation avec ton mari, tes enfants, aujourd'hui tes petits-enfants ? Alors oui, je pense, bien sûr. Ça a pu m'aider à 2 niveaux. Ça a pu m'aider au premier niveau de comprendre que mes enfants avaient des comportements qui quelquefois m'agaçaient, mais compte tenu de leur âge ou de ce qu'ils étaient en train de vivre, eh bien, je comprenais que c'était un processus. Donc voilà, mon œil de thérapeute facilitait l'observation. Mais mon œil de maman, quelquefois, était quand même très agacé. Ensuite, la phase des adolescents, voilà, il y a des jours où je les supportais difficilement. Et en même temps, je comprenais ce processus qu'ils étaient en train de vivre. Donc, je balançais voilà, entre les deux mon cœur de maman et ma compréhension de thérapeute. Après, il y a des jours où je pensais à moi et je n'avais pas du tout envie de les écouter. Et je leur disais que j'étais une maman et que je n'étais pas un thérapeute à la maison et que ça suffisait parce qu'ils pouvaient en jouer aussi et m'influencer ou m'enrôler comme ça dans trop de compréhension pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et dans le couple, oui, ça a été très intéressant.
Parce que quand on vit en couple, on est un homme et une femme, et qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des périodes qui vont mieux que d'autres. Et qu'un couple, c'est toute une aventure de vie. Donc, moi, je dis souvent aux personnes qui viennent que si on est courageux, on se met en couple. Parce que c'est plus facile des fois de vivre seul, au moins on ne s'est pas confrontant. On a la solitude, mais on n'est pas confronté par l'autre. Et donc, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi et je me suis accompagnée moi-même sur des situations que j'ai pu rencontrer à un moment donné un peu tendues avec mon mari et comprendre que l'homme n'est pas comme la femme et qu'il ne fonctionne pas pareil. Quelquefois, je m'aventurais à revendiquer certaines choses et puis je me disais, mais à quoi bon, tu sais, tu recevrais ce couple-là que tu es toi avec ton mari dans ton cabinet, mais tu appréhenderais différemment. Donc voilà, un deuxième temps où je prenais de la hauteur. De te mettre de côté, observer la Et situation. d'observer, et voilà. Ça m'a fait bien grandir tout ça. J'imagine. Et qu'est-ce que tu penses des autres pratiques comme la psychologie, la psychanalyse, le coaching? Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est une autre manière de visiter en fait les expériences humaines. Et puis je pense que chaque personne est différente et une pratique va beaucoup mieux convenir qu'une autre. C'est un peu comme les personnes qui partent en voyage. Certaines adorent la mer, d'autres la montagne. Et c'est intéressant qu'il y ait comme ça cet éventail de propositions, de possibilités. Et puis, je pense aussi qu'à certaines périodes de notre vie, on a besoin d'une certaine chose et à une autre période d'autre chose. Oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est suivre le mouvement de la vie. Et du coup, on peut avoir d'autres avis avec d'autres pratiques. Tout à fait. Voilà. Et tu organises aussi des voyages initiatiques et de développement personnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces voyages ? Oh, le côté passionnant, dès qu'on parle de voyage. En fait, on parlait du couple tout à l'heure, et pour être tout à fait sincère, il y a quelques années, déjà pas mal d'années de ça, j'ai passé une période un peu compliquée où vraiment j'avais envie de tout envoyer balader, que ce soit ma vie de couple, mon mari, et me dire ça suffit, je crois que je vais divorcer. Et c'était compliqué quand on a une famille. Et donc l'option que j'ai trouvée, ça a été de prendre un billet d'avion et de partir en Inde. Ça a été l'Inde, mais ça aurait pu être le Pérou, ça aurait pu être, je sais pas moi, la Lozère peut-être, ou ça aurait pu être... Mais bon, la vie a fait cette proposition pour moi et ça a été l'Inde. Et je suis partie presque un mois. Et de partir très loin, ça m'a fait partir très loin à l'intérieur de moi. Et ça a été la première fois de ma vie où je n'avais que moi à m'occuper. Et j'ai vu ma vie d'aussi loin et j'ai vu des choses que je ne pouvais pas voir en étant ici. Et au retour de ce voyage, vraiment, beaucoup de choses ont été différentes. Et j'ai divorcé avec la manière dont je vivais avant. Donc ça fait, voilà, je ne sais plus combien d'années maintenant. Et je n'ai jamais divorcé avec mon mari, bien au contraire. Je pense que je ne divorcerai pas. Mais ça a changé vraiment ma manière de me vivre avec moi-même et du coup avec les autres. C'est génial. Et donc du coup, c'est ça qui t'a donné l'idée de faire des voyages initiatiques donc pour des personnes que tu accompagnes ? Oui, parce que je me suis rendu compte que dans notre vie, on est, bien voilà, on a un rôle professionnel, on a un rôle social, familial, etc. On est beaucoup dans tous ces rôles. Qui on est exactement au milieu de tout ça, c'est pas évident de le savoir. Lorsqu'on part dans les voyages initiatiques, on ne part pas avec peut-être sa sœur, son mari, ses amis. Sinon, on fait un voyage avec une agence où on part tout seul, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de partir. Faire un voyage initiatique, si possible, c'est partir avec soi, dans un petit groupe. Et les personnes de ce groupe ont un objectif commun, ça va être se donner du temps à soi. Donc, on va être respectueux du temps des autres et chacun va avoir
de l'espace pour être avec soi et pour prendre le temps dont il a besoin. En même temps, un voyage initiatique, c'est quand même un voyage où on va faire des propositions de temps de méditation, de visites particulières, de temples, où je propose avec une amie ces voyages initiatiques, en général une fois par an. On est parti en Israël, on est parti au Pérou, en Bolivie, au Vietnam, et l'Inde, c'est vraiment notre destination favorite, parce qu'on trouve que ce qui se joue là-bas, dans cette expérience, est vraiment importante. Et dans l'expérience que nous en avons, lorsqu'on rentre de voyage avec le groupe que l'on aura accompagné, les personnes changent des paramètres dans leur vie. Et il va y avoir un avant le voyage et un après. Et on ne change pas des paramètres qui vont nous rendre malheureux, hein, tu t'en doutes. En général. On change des paramètres qui vraiment vont nous faire regarder et du coup vivre la vie beaucoup plus en harmonie. Vous partez combien de temps en général ? En général, on part 15 jours. L'idéal, ça serait les 3 semaines, les 21 jours de la cure thermale. Là. Mais 21 jours, ce n'est pas toujours évident à libérer pour les personnes qui travaillent. Donc, on part 15 jours. Mais ça va être quand même 15 jours intenses parce que différentes expériences sont proposées. Et du coup, il y a comme une distorsion du temps. Ouais. Et moi, je fais des photos quand on arrive à l'aéroport et qu'on atterrit, du moins, en Inde, et que tout le monde monte dans le bus. Alors, je fais une photo comme ça. Et puis je fais une photo au retour que j'envoie. Et c'est incroyable, la différence au niveau du visage, au niveau de ce qui se dégage des personnes. C'est étonnant, le changement. La notion de groupe et le fait d'être loin, ça accélère ce changement ? Oui, en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, les personnes qui viennent, il y a beaucoup de femmes seules qui viennent, ou certaines fois des hommes aussi. Il y a des années, on a des couples, mais il y a des années, il n'y a pas de couple. La personne qui vient seule, la femme qui vient seule, elle est peut-être mariée ou pas, mais elle va faire le choix d'un temps pour elle parce qu'elle a travaillé, elle a eu ses enfants, et elle n'a jamais vraiment pris un temps pour dire à son mari, je vais partir moi pendant ces 15 jours. Même si aujourd'hui on bouge beaucoup, ça peut paraître normal de prendre du temps pour soi, mais partir en Inde par exemple, ou pour un voyage comme ça pendant 15 jours, il y a vraiment une démarche personnelle. Ouais. Après, il y a des personnes qui ne sont jamais parties en groupe. Et là, ça va un peu les interroger, mais elles vont partir soit parce qu'elles connaissent quelqu'un qui sont venus en voyage avec nous, D'accord. et là, la personne va évoquer tout ce que ça a produit pour elle, ou c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans nos cabinets. Donc voilà, en général, les gens viennent aussi de bouche à oreille et viennent pour faire une expérience. Il y a celles qui, dès le départ, vont nous dire, vous savez, moi, le groupe, je vais avoir du mal à m'y faire. Il ne faudra pas me dire que je dois faire comme le groupe. Moi, je veux décider, parce que sinon, ça va pas être possible. Et puis, vous savez, moi, je suis franche et je vais vous dire les choses directes. Donc voilà, il y a toujours un pourcentage de personnes comme ça. Et après, il y a la personne qui, elle est open, ouverte à tout ce qui va se découvrir. Il y a la personne qui a peur de ce que ça pourrait changer pour elle. Enfin, il y a tous les cas de figure. Mais on les connaît bien parce que là aussi, ça fait des années qu'on amène des personnes en voyage. Et un point qui est essentiel pour nous, c'est qu'à partir du moment où les personnes partent, nous n'avons pas de rapport d'argent, nous n'encaissons pas leurs billets d'avion, c'est pas nous qui achetons les billets d'avion, qui faisons les réservations dans les hôtels, etc. On fait appel à une agence de voyage qui est spécialisée pour l'Inde, avec qui on a une totale confiance. Tout le monde achète son billet à l'agence de voyage. On est à l'aéroport ensemble. Et ensuite, nous, on va veiller à ce que l'agence indienne, elle soit vraiment réglo avec ce qui a été signé en France. Si un hôtel ne convient pas ou qu'on trouve suspect en termes de propreté, on fait faire un changement. Et ça, sur le terrain, nous, on sait faire. Et en fait, nous, on va accompagner. Ouais, vous faites partie du groupe en fait. Voilà, nous on fait partie du groupe et on va accompagner au travers des expériences. Pourquoi on fait ça ? Parce que lorsqu'on est parti la première fois, toutes les deux,
Ça a vraiment changé les cartes dans notre vie. Et à l'époque, c'est une dame qui m'avait proposé de m'amener en Inde. Moi, je ne pensais pas du tout partir comme ça. Et cette dame a dit, mais si vous voulez, je vous amène. Et donc, avec une amie, on est parti. Et on s'est dit, un jour, nous, on amènera. Parce que ça a vraiment changé des choses pour nous dans notre vie. Ça nous a fait faire un joli bond. Pas quantique, mais presque. et voilà, et quelques années après, on a amené et on amène tous les ans. Enfin là, pas cette année. On est rentré d'Inde l'année dernière, juste avant le confinement. En février. Voilà, et peut-être que le prochain voyage sera en février 2022. Tu m'as convaincue, peut-être que je viendrai. Est-ce que, justement, tu parles de cette période qui a pu avoir des changements sur l'organisation de ton métier. Est-ce que tu as pu voir un changement sur l'état mental de tes patients avec le Covid ? Alors, la période est particulière, là, cette année qui vient de se dérouler. Oui, je trouve que les comportements ont changé pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'imprévus, et une nécessité de s'ajuster un peu au jour le jour. Le rapport familier qu'on peut avoir avec le monde a changé parce que voilà, il y a du danger, alors chaque personne va y répondre différemment. Moi, ce que j'observe, c'est que j'ai travaillé pendant plus de 10 à 15 ans avec des rendez-vous où les gens venaient au rendez-vous et je ne faisais pas de rappel de rendez-vous parce que tout le monde était là le jour et à l'heure et annulé si toutefois il y avait un changement. Depuis ces 5 dernières années, je vois que ça fluctue beaucoup, les rendez-vous changent, les personnes peuvent oublier. Et d'ailleurs, on voit que dans tout le domaine médical, il y a systématiquement un rappel pour les rendez-vous. C'est pas que on veut faire plaisir aux gens, c'est que juste il faut tenir les journées et faire en sorte que tout le monde puisse être vu et que les gens viennent à la bonne heure. Et peut-être que ce que j'ai observé, c'est que l'utilisation des réseaux multiplie l'élan comme ça à obtenir un objet, une réponse, une information tout de suite. Parce qu'on prend le téléphone, on clique et on sait tout de suite ou on commande tout de suite. Et je vois qu'au niveau de l'activité professionnelle, la personne qui souhaite un rendez-vous, souvent c'est tout de suite. Puis elle fera 2 séances et puis tout de suite elle passera à autre chose et puis elle y reviendra. Alors c'est pas général, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui s'observe plus maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Voilà. Donc, mais ça, moi je pense que c'est lié à cette nouvelle manière de communiquer. Et toi, est-ce que tu es personnellement suivie ou as-tu été suivie ? Alors oui, en tant que thérapeute, il m'est arrivé de me trouver dans des situations, parce que lorsque quelqu'un vient, beaucoup moins avec les années bien sûr, mais lorsqu'on commence à travailler, même si on est formé, même si on a le cadre nécessaire pour pouvoir exercer, lorsqu'une personne va évoquer une situation, il y a des sujets qui peuvent nous interpeller plus que d'autres. Il y a des périodes où on peut avoir beaucoup de personnes qui ont des conflits avec un enfant, ou un conflit avec un mari, ou un problème de santé. Et alors, ça va être la loi des séries. Dans la semaine, il y en a. Là, on peut se dire, mais tiens, en quoi ça m'interpelle, moi ? Et est-ce que, moi, il y a quelque chose dans ce domaine qui pourrait m'interroger aussi ? Ce qui fait que avoir aussi un superviseur, ça permet de continuer aussi à travailler sur soi. Et si c'est pas travailler forcément sur soi, c'est être observatrice du processus qui est en train de se jouer pour nous-mêmes aussi. Donc voilà. Et tu m'as posé une question ? Si toi, tu as été accompagnée donc, du coup, en supervision, et même avant, peut-être, ou ponctuellement, dans ta vie, par un psychologue ou d'autres types de thérapeutes ?
Ah, mais oui, parce que à 20 ans déjà, j'avais l'idée, j'avais l'idée que certaines choses étaient peut-être embrouillées dans mon esprit, que j'avais besoin de mettre de l'ordre par rapport à ma place dans ma famille, à, avec l'impression que j'avais pas assez de confiance, etc. Donc j'avais consulté et puis j'ai commencé une analyse. Donc forcément là, je m'y suis installée hein, dans regarder ce qui me concernait. Et puis, de par la formation que j'ai suivie toutes ces années, à chaque fois, ça m'a fait faire un tour de manivelle aussi sur, tiens, un thème de ma vie, tiens, un aspect. Je pense qu'on a certains points, des nœuds dans notre vie, que l'on peut vivre comme des nœuds, qui seront récurrents. Et tout au long de notre vie, on reviendra sur oh, voilà, ma mère m'a mis chez la nourrice quand j'avais 15 jours parce qu'elle était obligée. Et ce sentiment d'abandon ou de ne pas avoir été assez choyée, je l'ai eu, j'ai travaillé dessus. Puis là, bah tiens, ma fille s'en va ou mes enfants déménagent. Je commence à avoir ce sentiment que je suis un peu délaissée. Mes flûtes, j'ai quand même travaillé là-dessus, c'est pas normal que ça ressurgisse. Mais moi, je pense que, voilà, on a un scénario de vie. Travailler dessus va permettre de désactiver ce qui vraiment nous fait souffrir là-dedans. Et quand il y a comme ça, des petits souffles qui viennent nous titiller, on sait que c'est ce même thème de notre scénario de vie. Et qu'on l'aura peut-être tout le temps. Quand ça revient, on n'y reste pas longtemps. On ne monte pas au 10e étage de notre état émotionnel. On peut peut-être se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre un tout petit peu là? Quelle est la petite pétale que je peux récolter de ce retour? Et je ne m'effondre pas dedans. Donc voilà, ça peut devenir drôle de se dire, mais c'est étonnant, c'est toujours la même chose. Encore Encore, toi là. Oui, ça arrive. Des fois c'est agaçant et puis des fois on le prend plus à la rigolade. Ce qu'il y a, c'est que plus on peut en rire et plus on peut jouer avec et plus ça devient léger. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Amener de la légèreté, tout à fait. C'est ce qu'on va en faire en fait. Comment toi tu vois évoluer ta pratique et ton métier? Alors comment je le vois évoluer peut-être que, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais l'idée qui me vient, et c'est lié à mon âge aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui j'accompagne beaucoup plus de personnes qui sont dans une démarche de qualité de vie, de qualité d'être. Alors bien sûr que j'ai des personnes qui viennent pour des choses ponctuelles ou des souffrances qui les amènent vraiment à consulter, mais j'ai presque les 3/4 de ma clientèle qui viennent pour une qualité d'être. Et dans ce sens, ça a aussi changé ma pratique parce que mon accompagnement va dans le sens de cette qualité d'être et moins peut-être dans certains cas thérapeutiques. D'accord, donc une qualité d'être, c'est-à-dire vivre peut-être plus sereinement. Oui, une qualité d'être, je vais faire la différence. Il y a la personne qui vient parce que elle est face à une situation qui lui pose problème, il y a un deuil, il y a une séparation, il y a un licenciement, un remaniement dans son travail. Ça, c'est concret, il va falloir qu'elle y fasse face, et si possible, assez rapidement. Donc, l'intervention, l'accompagnement, il va être cadré d'une certaine manière. Ensuite, il y a la personne qui vient avec une problématique qu'elle connaît bien, qu'elle a depuis des années. Elle a déjà fait un peu des séances et puis elle s'est arrêtée, et puis elle voit que c'est toujours un peu une toile de fond dans sa vie. Elle peut venir avec une nouvelle intention. Et en effet, si elle a déjà fait du travail sur elle, quel que soit ce qu'elle a pu faire, l'intérêt, c'est qu'on ne va pas refaire ce qu'elle a déjà fait. Oui. On va commencer et on va continuer là où elle a déjà. Si elle a désherbé son jardin, on ne va pas se remettre à désherber. Et du coup, ça vient en complément. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et donc, cette personne, elle peut reparler d'une chose qui n'a pas réellement bougé.
Plein de choses ont bougé, mais cette chose, elle trouve qu'elle tourne un peu en rond. Et ensuite, pour revenir sur la qualité d'être, ça va être des personnes qui ont eu leur vie bien remplie, avec quelquefois des insatisfactions, des choses qu'elles n'ont pas réellement pu exprimer de ce qu'elles étaient, parce qu'elles se sentaient peut-être pas autorisées dans leur cadre ou par rapport au rôle qu'on leur a demandé de jouer et qu'elles ont choisi de jouer. Et là, il y a comme l'émergence d'un désir d'être plus authentique, de se permettre d'être soi, de s'autoriser, voilà, ou de se révéler, comme s'il y a l'intuition que je pourrais être plus créative avec moi, mais je ne sais pas très bien comment ça peut s'exploiter, ça en moi, ou s'exprimer. Et c'est ce type d'accompagnement que je fais beaucoup plus maintenant. D'accord, très bien. Peut-être parce que ça s'est développé en accompagnant les personnes en voyage, parce que dans le voyage, c'est vraiment ce type-là de mouvement qu'on impulse. Et la personne, quand elle revient, elle va vraiment être beaucoup plus en accord avec ce qui elle est. Et si on est coquelicot, alors on va être pleinement coquelicot et on n'essaie pas d'être un coquelicot mitigé avec une marguerite ou je ne sais pas trop quoi pour faire plaisir. Donc voilà. Super, un grand merci Sylvie d'avoir répondu à mes questions, d'être aussi toujours présente pour moi. Pour la petite histoire, Sylvie, ça a été ma thérapeute pendant une période de ma vie. Et après, on s'est retrouvés et elle m'a proposé donc un bureau à son cabinet. Donc on partage aujourd'hui le bureau. Je vais la voir aussi de temps en temps pour de la supervision. Donc voilà, je te remercie aussi pour ça, d'avoir été un élément déclencheur de la personne que je suis aujourd'hui. Donc merci pour ça et donc merci pour avoir répondu à ce nouveau projet encore une fois et d'être toujours présente. Eh bien écoute, merci à toi pour la confiance que tu m'as toujours accordée. Et je dois t'avouer que la première fois que tu es venue, donc je t'avais trouvé sympathique. Voilà, je trouve souvent les gens sympathiques. Certains, on l'exprime de manière plus forte que d'autres. Et lorsque tu es venue la deuxième fois, je m'étais dit, oh, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. Et pourtant, voilà, tu n'es venue au cabinet que quelques années après. Oui. Donc voilà, moi aussi, je suis ravie de partager ce lieu avec toi. Un grand merci. Merci à toi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.